tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Carnet d'aventure. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui François Milano. Bonjour. Bonjour. Alpiniste de renom, pionnier de la cascade de glace. C'est vrai qu'aujourd'hui, des premières, des sommets, on ne les compte plus quasiment. Vous avez fait vraiment une liste carrée ou concrètement, on n'est plus à ça près? Alors, je n'ai absolument pas tenu mon carnet de course, à mon grand désespoir aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées, il y a plein de choses que je confonds. Et des fois, j'aimerais bien retrouver. Donc, je suis incapable de répondre à cette question de combien d'ascensions j'ai réalisé, combien de premières en cascade j'ai eu la chance de vivre. Je ne peux pas répondre à ça. Par contre, j'ai des souvenirs forts de certains moments. Puis des fois, quand je revois des images, là, c'est les années 90, je me dis « Ah, mais j'étais habillé comme ça. Ah, mais on avait fait ça. En fait, ce qui est drôle, c'est le travail photo, le travail d'écriture et le travail d'image, télé ou film. C'est aussi une mémoire. Et à un moment donné, je regarde ça comme si je regardais un autre grimpeur et ça nous replonge dans une époque, ça nous replonge dans des démarches, ça nous replonge dans des amitiés aussi. Et des fois, c'est étonnant de regarder. Alors justement, on va faire un peu un retour dans le temps avec quelques images justement d'un film, La vie à bout de glace, qui a été produit en 1990 par MC4 et en coproduction avec Antenne 2. Et tout de suite, on va se plonger directement dans l'ambiance avec un premier extrait qu'on va commenter juste après, juste pour se remettre dans l'ambiance. Je trouve que le solo, c'est beau, c'est complet. C'est la cascade, le trait blanc figé dans le rocher, et le bonhomme tout seul avec ses piolets et ses crampons. Il y a à la fois une sensation de grande liberté, d'espace, qui est encore beaucoup plus importante que lorsqu'on est encordé. Et à ce sens-là, c'est un aboutissement. On ne se repose plus que sur soi-même, sur sa connaissance, sur son expérience, sur sa force, sur son mental. Une espèce d'épuration au niveau esthétique, au niveau philosophique qui est complète. En même temps, je pense que c'est certainement une expérience éminemment, égocentrique, parce que c'est seul pour soi. On doit quand même être pourri d'ambition quelque part pour vouloir faire ces choses-là. François Milano, on vient de le voir sur ces images. Déjà en 1990, vous étiez au top de votre carrière à l'époque avec justement des ouvertures comme ça en solo dans des grandes cascades canadiennes. Déjà, première question, le solo, c'est toujours d'actualité? Vous continuez un petit peu? Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. L'escalade solitaire a toujours été une valeur cardinale de l'alpinisme. Et quand on se projette un peu dans une histoire et que nous-mêmes, on commence à faire de l'alpinisme avec les images de nos grands aînés, de nos célèbres aînés, à un moment donné, on vient naturellement au solo. Il y a comme ça une espèce d'excellence qui était montrée à travers l'escalade solitaire. Ça voulait dire, probablement inconsciemment, on maîtrise, on est dans le haut niveau, on n'a besoin de personne, on se dépouille de beaucoup d'accessoires et c'est extrêmement valorisant dans le milieu de l'alpinisme. Donc c'était naturel, moi, dans ma carrière, dans mon métier de performeur, je ne sais pas comment le dire, dans mes ambitions sportives, d'arriver au solo, bien évidemment, et en particulier de le montrer. En plus, à cette époque où la cascade de glace sortait de l'ombre, c'est le cas de le dire, et comment dire, émergeait d'un sport alternatif, un peu mis de côté par la pratique de l'alpinisme hivernal et devenait vraiment un sport, une pratique à part entière et qui se révélait au public. Et moi, je suis arrivé en tant que grimpeur dans cette époque-là. En plus, à un moment donné où l'alpinisme sur les hauts sommets et l'escalade rocheuse représentée par des garçons comme Patrick Edlinger étaient deux pratiques qui se séparaient un peu. Fin des années 80, début des années 90. Et moi qui étais alpiniste et grimpeur, je retrouvais dans l'escalade de glace un moyen de réunir ces deux pratiques qui se séparaient. C'est-à-dire qu'on était dans le milieu de l'alpinisme, on était dans les aléas météo, de l'alpinisme hivernal, et puis en même temps la gestuelle, le plaisir et la technique étaient celles de l'escalade.
C'est vrai que la cascade de glace a débuté véritablement sur les pentes du Ben Nevis dans, on va dire, fin 70, début 80 avec les premiers, c'était pas encore des piolets traction, mais les petits ptérodactyles et tout ce qu'on pouvait voir qui est quand même assez anglais. C'est parti de là et à partir de là, ça a beaucoup évolué et très très rapidement, ne serait-ce qu'au niveau des techniques et du matériel. Oui, il faut rappeler ce qu'est pour nous la cascade de glace qui se différencie des ascensions glaciaires en altitude. Pour les grimpeurs de glace, la cascade, c'est vraiment le trait d'eau qu'on voit couler sur nos montagnes l'été, au printemps, enfin toutes les saisons, à un moment donné se fige. Donc c'est une glace d'eau, contrairement à la glace de montagne, qui est la transformation de la neige en glace à un moment donné. Donc il y a vraiment une approche qui est totalement différente et la matière elle-même est assez différente. Et c'est vrai que les grandes cascades emblématiques, c'est le Ben Nevis, qui est une grosse colline là-haut au nord de l'Écosse et qui à un moment donné se carapassonne de glace durant l'hiver. C'est les premières grandes cascades gelées au nord des États-Unis. Et puis en France, on l'a oublié, mais dans les mêmes époques, il y a déjà des cascades qui sont paradoxalement ouvertes dans le cirque du Gavarnie, dans les Pyrénées. D'accord. Et pourquoi en fait ce sont ces régions-là qui font émerger cette pratique? C'est que c'est abordé par des grimpeurs qui n'ont pas de montagne. Nous, pendant ce temps-là, dans les Alpes, entre guillemets, les Alpins, ils ont toujours les hauts sommets, ils ont toujours la neige et la glace à disposition toute l'année. Donc ils ne tournent pas leur regard vers ces espèces de glaçons éphémères. C'est plutôt des gens qui sont en manque de terrain, qui se disent mais là on peut grimper et c'est eux qui vont faire émerger la pratique. Donc c'est assez paradoxal et c'est revenu au cœur des Alpes bien après. Et c'est pour ça que ce ne sont pas nécessairement les plus grands alpinistes de l'époque qui sont présents dans l'émergence de cette pratique. C'est plutôt des grimpeurs qui vivaient dans des vallées ou des urbains qui avaient besoin de trouver un terrain d'expression et d'entraînement ailleurs. Donc c'est une histoire assez particulière, l'émergence de la cascade de glace. Et ça nécessite quand même pas mal de prérequis. Vous l'évoquiez il y a un instant, c'est vrai que c'est une glace d'eau, une glace vive qui se renouvelle, hein, finalement. Éphémère et vivante, finalement. Et avec beaucoup de notions de connaissances du milieu qui y sont liées. Je vous propose de regarder un deuxième extrait justement sur votre appréhension de ce milieu et de cette matière qui est quand même pas bénigne, qui est pas de la roche, mais qui est à proprement parler vivante. Et on revient tout de suite après dessus. Qu'est-ce que je racontais ? C'est marrant parce qu'on parle de la glace et pour moi c'est tout le contraire de quelque chose de figé. Une matière qui vit et qui s'exprime continuellement, qui change de couleur en fonction de l'ensoleillement, qui change de couleur en fonction de la dureté et de la texture de la matière. C'est en perpétuelle évolution. Je crois pas qu'il y ait vraiment de tabou. Maintenant, la glace avait une image sûrement beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre. C'est le froid, c'est repoussant, il y a un côté un petit peu morbide pour beaucoup de gens. J'ai envie de changer cette image et de montrer que la glace, c'est pas la mort, au contraire c'est vivant, ça bouge, ça change, c'est plein de couleurs, c'est plein de matières, c'est plein de sculptures. Et c'est un petit peu ça que j'essaye de montrer. La cascade, c'est vraiment de l'eau liquide qui s'est figée pour quelques mois, voire quelques jours pour les cascades exceptionnelles. C'est quand même étrange de grimper sur de l'eau. Et on sait très bien que la matière solide sur laquelle on est en train de grimper va redevenir eau et va à nouveau s'en aller et disparaître. C'est quelque chose d'éphémère et qu'on ne va même pas pouvoir admirer tout le long de l'année le terrain de ses performances, puis ça va disparaître quelques jours plus tard. Et ça, c'est une notion aussi qui est très importante pour moi, parce que je trouve que ça replace l'alpinisme à sa véritable dimension. François Damilano. C'était pas mal. Oui, déjà à l'époque, on sentait cette passion, cet amour de l'élément glace avec justement, comme vous le décriviez, toutes ces couleurs, ce phénomène vivant, éphémère. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, puis là, ce qui est frappant en regardant ces images, c'est qu'on sent l'intention du réalisateur, du coup des grimpeurs, de montrer cette réalité. Et là, on voit bien, je grimpe
sur une cascade qui est en partie brisée où on voit l'eau. Donc on sent qu'il y a cette intention de différencier ce terrain puis d'essayer de faire comprendre sa spécificité, sa richesse et l'engagement que ça pouvait demander pour les grimpeurs, bien évidemment. Alors après, ce qui est drôle aussi, c'est le côté un petit peu vintage des tenues. J'ai pas de casque, j'ai le bandeau. Bon, voilà. C'est aussi très emblématique de la sortie de ces années 80 où on était extrêmement influencé par un espèce de fantasme de la mode californienne, par des garçons comme Patrick Béraud, Patrick Edlinger, qui étaient très emblématiques de cette représentation presque post-hippie. Et les années fluo. Bon, alors, là, je pars un peu sur autre chose que sur la grimpe, mais c'est drôle à travers l'image de regarder ça également. Du coup, ça vous fait pas peur? Vous assumez encore vos tenues fuchsia de l'époque? Ah, mais je les revendique. Je les revendique. Alors, après, ce qui est drôle, c'est que ce n'étaient pas des tenues qui étaient nécessairement adaptées et conçues pour la cascade de glace, parce que ça n'existait pas à l'époque. On n'avait pas de vêtements de grimpeur de glace. Donc là, typiquement, je suis avec une tenue de ski. Donc en fait, l'emmanchure n'est pas techniquement conçue pour pouvoir lever les bras. Donc on voit bien, ça me vient au milieu. Et puis il y a ces espèces de grands pages de couleurs, une fois de plus, qui étaient dans le design vestimentaire de Millet de l'époque. Et c'est parce qu'on a fait ces films-là, parce qu'on a fait émerger, je dirais presque médiatiquement, l'activité, qu'à un moment donné, les fabricants s'y sont intéressés, que davantage de pratiquants ont voulu l'essayer, qu'on a pu faire aussi évoluer le matériel. Donc il y a un aller-retour en permanence entre le terrain, la pratique, l'innovation, on va dire, technique du grimpeur, et puis à un moment donné, l'impact que ça peut avoir sur les fabricants et sur ce qu'on peut proposer pour les pratiquants qui y viennent. Alors depuis ces images-là, vous avez fait à peu près tous les massifs montagneux du monde, ou presque. Je suis allé dans beaucoup d'endroits, j'ai eu cette chance, oui. Vous revenez quand même cette année d'une expédition au K2. Après toute cette expérience avec toutes ces montagnes et ces glaces différentes, concrètement, l'amour de la glace, il reste intact? Oui, c'est la passion de la glace, mais en fait c'est la passion de l'alpinisme. Ma grande affaire de ma vie d'alpiniste, c'est la cascade de glace, dans laquelle je me suis réalisé, dans laquelle je me suis jeté corps et âme. J'y ai dédié des années, si on mettait ça bout à bout. Et à un moment donné, au tournant des années 2000, par contre, j'ai eu le besoin d'aller faire autre chose et de satisfaire ma passion d'alpinisme et du voyage et de regarder le monde un peu différemment. Et j'ai eu besoin aussi de sortir de ça, peut-être même de sortir de ma propre caricature de grimpeur de cascade de glace, que j'avais en partie façonnée, en faisant des films, en faisant des photos, en écrivant beaucoup. Et je me suis davantage tourné vers les montagnes himalayennes parce que j'y étais pas assez allé à mon goût. Et puis aujourd'hui, d'être passé aussi de l'autre côté de l'objectif, d'avoir fait de la photo, de partir comme documentariste derrière une caméra, d'aller suivre d'autres grimpeurs, d'aller montrer et de ramener des témoignages d'autres alpinistes sur d'autres montagnes, me nourrissent, fait partie de la manière dont je continue à nourrir ma passion. Et moi, j'étais absolument fasciné, voire bouleversé de pouvoir aller à l'Everest en 2014, de tenter de gravir le K2 cette année et de ramener des images, parce que ça voulait dire aller au Tibet, aller au Pakistan. Aujourd'hui, Dieu sait si c'est compliqué et ça fait presque plus peur aux gens d'aller au Pakistan plutôt que d'aller au K2. Donc il y a une espèce de déplacement de l'angoisse sociale autour de ça, alors que bien évidemment au Pakistan, on a été accueillis avec beaucoup d'empathie, et c'est un pays fabuleux, et ce sont des gens fabuleux au-delà des problèmes géopolitiques. Et puis ça nous plonge aussi dans l'intérêt de l'alpinisme. L'alpinisme, en fait, c'est une contrainte qu'on se crée, et c'est une contrainte qu'on se crée pour jouer, pour aller voir ailleurs, et puis pour voyager. C'est une manière de voyager, de découvrir le monde, l'alpinisme. Et c'est ça aussi qui m'intéresse et que j'essaye de continuer de poursuivre aujourd'hui. Lin Hill parlait vraiment de science, de l'absurde, de l'inutile, de vouloir grimper ces grandes parois, ces grandes montagnes finalement sans but que de voir se surpasser soi-même. Vous êtes d'accord avec ça? Alors moi je l'exprimerais différemment. L'alpinisme c'est de l'oulipo. Pour ceux qui aiment un peu la littérature, qui se souviennent des textes de Queneau et de Perret, qui se souviennent d'un texte qui s'appelle La disparition, où l'écrivain a essayé d'écrire un texte, a réussi à écrire un texte en supprimant tous les E.
c'est l'écriture sous contrainte. D'accord. Finalement, l'alpinisme, c'est un jeu sous contrainte. On ne fait que se donner des contraintes supplémentaires pour aller jouer avec la nature, pour aller jouer avec ce qui nous entoure. Donc, monter en haut des montagnes, mais après, en solo, c'est monter en haut d'une montagne en se passant d'un compagnon, en supprimant une corde, ou d'aller en très haute altitude, c'est sans l'apport de l'oxygène. Bon voilà. En fait, c'est un jeu, l'alpinisme est un grand jeu. Contre soi-même, hein. Pas contre, avec. C'est très beau ce que vous dites. Alors tout de suite, justement, on va repartir sur un autre extrait qui mêle un petit peu les conditions, la connaissance du terrain et toute la préparation en amont. Parce que c'est vrai que si une cascade, on la voit de A à Z, dans les grandes voies himalayennes, on ne sait pas forcément non plus toutes les difficultés, toutes les choses qui vont se retrouver sur le parcours. Donc on regarde un petit extrait, on en parle tout de suite après. Moi, je pense beaucoup les grandes ascensions que je vais faire. C'est vrai que c'est quelque chose qui mûrit dans la tête. Certaines cascades, je les ai repérées, j'attends qu'elles soient en condition, je les surveille. Donc c'est un long cheminement dans ma tête et le jour où je décide d'y aller, c'est qu'en même temps j'estime que je suis prêt. En même temps, je dois être prêt le jour où la cascade est prête. Dans l'heure qui précède une ascension difficile, on est déjà dans l'ascension. À la limite, les premiers violets, c'est comme une espèce de délivrance. C'est-à-dire que là, je dirais, je laisse aller ma connaissance, je laisse aller mon corps, je laisse aller ma tête et je grimpe. François Damilaveux, vous me disiez, avec ce film, on passait du combat finalement au plaisir. C'est vraiment ce que vous avez voulu montrer, c'est de la sensibilisation au grand public finalement. Oui, parce qu'on sortait une fois de plus d'une époque où l'alpinisme hivernal était une confrontation qui était très violente avec le milieu dur de l'hiver, du froid. La cascade de glace était pratiquée dans des vallées très fermées, à l'ombre, avec des gens qui étaient harnachés, qui se protégeaient du froid. Voilà, il y avait une espèce de combat. On sentait que l'homme avait du mal à apprivoiser ce milieu-là. Alors que nous qui sommes arrivés juste après les précurseurs, avec notre savoir-faire de grimpeur, avec une vision un petit peu différente, voilà, on est allé dans les grands murs ensoleillés, on acceptait de grimper par des températures positives et on s'est aperçu qu'après coup que du coup, c'était beaucoup moins dangereux parce que la glace était moins cassante. Bon, voilà, il y a une expérience, il y a eu un retour d'expérience qu'on a accumulé. Et puis, on s'est habillé différemment, on s'est libéré un peu de ces contraintes pour être des grimpeurs sur glace. Et finalement, depuis lors, vous avez voulu transmettre un petit peu cette connaissance, cette passion. En 2003, vous avez fondé JM Éditions, dont on a beaucoup d'ouvrages qui sont ici devant nous. Beaucoup de topos, mais beaucoup d'ouvrages aussi pour le grand public, pour expliquer un petit peu ce milieu. Ça vous tenait à cœur? Après, quand on est passionné d'images, qu'on est passionné de l'écriture, le parcours nous a mené logiquement à l'édition. Donc, au départ, JM Éditions est une maison d'édition qui est spécialisée sur le topo guide d'alpinisme, quelque chose qui était
pas pris en charge par les, on va dire, les grands éditeurs de la place, parce que ce sont des produits qui sont extrêmement spécifiques. Et à un moment donné, donc avec mon épouse et qui on a créé cette maison d'édition, on a évidemment eu le goût et le désir de se coltiner au texte, et on a créé cette collection des petits livres jaunes, avec non pas l'ambition de transmettre des récits classiques ou traditionnels de l'alpinisme, qu'on trouvait de manière très bien amenée par les autres éditeurs, mais au contraire se décaler un petit peu et d'amener plutôt de l'autodérision avec un peu d'analyse, ou de l'analyse avec beaucoup d'autodérision, je ne sais pas comment on pourrait... Mais voilà, notre ligne éditoriale, elle est là. Trouver des textes qui sont un peu un pas de côté, des nouveaux auteurs, des livres un peu synthétiques, et puis apporter un regard sur l'alpinisme qui ne soit pas uniquement factuel. J'ai envie de dire, maintenant, c'est devenu presque un classique du genre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis et sur les divers topos d'alpinisme qu'on peut trouver, il y a toujours ce regard un petit peu décalé. Vous êtes un peu un précurseur aussi. Je ne sais pas si on est précurseur, en tout cas, c'est notre ligne éditoriale. Ne pas être dans le récit factuel, mais essayer d'apporter un regard différent et de renouveler un tout petit peu l'écriture. Alors, c'est très ambitieux et tous les éditeurs ont cette ambition, bien évidemment. Alors, nous, on a décidé de ne pas subir la pression de devoir sortir X titres par an, etc. Mais au contraire, de prendre le temps de trouver des textes qu'on avait vraiment envie d'amener vers le public et puis de les accompagner, et peu importe le rythme des parutions. Alors, je vous propose encore un petit extrait pour se replonger finalement dans cette belle ambiance sur ces beaux murs canadiens. Et on repart tout de suite après sur les prérequis qu'il faut pour partir en cascade. Beaucoup de choses ont énormément d'importance. Déjà, quand on arrive, quand on regarde la cascade, sa couleur est une indication. Une cascade très bleue, normalement est en bonne condition, en glace relativement dure, et plus elle va aller vers le blanc, plus elle va être chaude, mouillée, voire en glace trop tendre. Et puis après, il y a évidemment le bruit, entre un bruit mat, un bruit cristallin, un bruit d'une glace qui s'écaille parce qu'elle est vitreuse. Il y a une énorme différence, et ce sont autant d'indications qui nous permettent de savoir si les ancrages sont bons ou aléatoires. Quand je me suis mis à grimper énormément, et surtout à grimper énormément en cascade, j'ai eu des émotions très fortes, je dirais, les 2-3 premières années où j'ai fait des trucs durs. Et puis tout d'un coup, il y a eu comme un palier. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être obligé de rechercher vraiment des choses très très exceptionnelles pour retrouver ces mêmes sensations. Là, je dirais que j'ai l'impression de passer à un cap un petit peu différent, peut-être parce que j'ai moins de choses à me prouver moi-même, moins de choses à prouver à d'autres gens. Je deviens plus gourmet que gourmand. Tu regrettes un peu? Non, Alors, justement, François Daniel, vous me disiez, vous pourriez le redire aujourd'hui. Je pourrais tenir des propos à peu près similaires. C'est drôle parce que des fois, on regarde des photos qui vieillissent, qui sont vintage. Là, les tenues sont vintage, bien évidemment, et tout. Mais j'assume ce que je disais à ce moment-là, et je me reconnais dans... Ouais, je pourrais dire ça aujourd'hui. L'envie d'évoluer, l'envie de ne pas se faire enfermer dans une pratique et dans une image, l'envie de continuer de découvrir, d'aller toujours vers autre chose. C'est ça qui est passionnant dans notre métier de guide, dans notre métier de grimpeur, et c'est sûrement pour ça qu'on a choisi de faire ça à un moment dans notre vie. C'est pour pouvoir faire plein de choses ailleurs, aller voir ce qu'il y a de l'autre côté des montagnes. Alors justement, maintenant, la cascade de glace, vous avez fait le tour, vous passez sur d'autres disciplines, des projets pour les prochaines années? Je continue bien évidemment de grimper en cascade d'hiver, et bien sûr, je continuerai très longtemps. Mais j'ai davantage l'envie d'aller voir les montagnes que je ne connais pas, et puis de travailler sur des projets un petit peu différents. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis passé de devant à derrière la caméra. J'ai envie de témoigner, d'apporter peut-être mon regard, et puis de mettre en forme le regard des autres aussi. Donc là, à l'Everest, j'ai suivi le parcours d'une jeune femme qui gravissait son Everest.
pour parler de ce désir d'Everest, essayer de comprendre à quoi il pouvait correspondre, qu'est-ce que c'est que la réalité de l'ascension de l'Everest aujourd'hui. Cette année, je l'ai suivi au Pakistan, alors qu'elle tentait de gravir le K2, parce qu'elle est dans un parcours comme ça. Elle rentre dans cette famille de chasseurs des 8000. Il y a 14 8000 sur l'arc himalayen. Vous en êtes à 6 d'ailleurs. Si elle en est à 5, elle tentait donc son 6e. Et vous-même? Moi, c'est très étrange. Le seul 8000 sur lequel je suis vraiment allé au sommet, c'est l'Everest. D'accord. Et tous les autres 8000, pour des circonstances diverses et variées que j'ai tenté, je ne suis pas allé au sommet. D'accord. Donc j'ai à la fois une grosse expérience de ces montagnes-là et en même temps je ne suis pas du tout un collectionneur parce que j'en ai raté beaucoup. Et peut-être que ce regard-là et peut-être cette expérience m'a poussé aussi à aller voir d'autres comment ils fonctionnaient avec ces montagnes et ces projets qui sont quand même très particuliers et qui demandent beaucoup d'engagement. Donc là voilà, là je suis sur le montage de ce film du K2 qui sortira le printemps 2017 et puis j'espère repartir en 2018 sur d'autres grandes montagnes. Des noms déjà peut-être? On ne sait pas encore lesquels. Massif, endroit du monde? Ce sera l'Himalaya. De toute façon. Je voudrais continuer. J'ai encore envie d'expérimenter 2-3 choses sur des 8000, de raconter quelques histoires sur des 8000. Donc c'est sur l'arc himalayen et c'est le Pakistan, le Népal et l'Inde. Ils sont tous dans ces 3 pays-là. Et on a hâte de voir vos images. Merci beaucoup Merci François Milano d'avoir participé à cette émission. Carnet d'aventure est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous de votre attention. Et nous on se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc bien sûr.